Le jour de mes 45 ans, ma femme m'a envoyé un texto, personne ne reçoit de cadeau cette année. On fait des économies. Le soir même, elle a publié une photo à Paris avec son amoureux et ses amis. Avec la légende, voyage de rêve. À son retour, elle hurla en voyant, je me suis réveillé le jour de mes 45 ans avec ce sentiment d'espoir stupide qu'on éprouve quand on est sur le point d'être déçu, mais qu'on n'a pas encore compris. Vous savez, celui d'arriver à une fête surprise qui n'existe pas ou de vérifier son téléphone pour un SMS qui n'arrivera jamais. La lumière du matin filtrait à travers la fenêtre de notre chambre, éclairant l'espace vide où Clarissa aurait dû dormir. Et je me suis retrouvé à fixer le plafond, me demandant si peut-être, juste peut-être, elle se souviendrait du jour. 45 ans. Zut. Quand suis-je devenu le genre de personne qui compte les anniversaires comme leur compte à rebours? Je me suis retourné et j'ai attrapé mon téléphone sur la table de nuit, plissant les yeux vers l'écran. Pas de messages, pas d'appels manqués, rien que les habituels spams sur les garanties auto et les absurdités politiques auxquelles je n'ai jamais souscrit. La maison était d'un silence de mort. Le genre de silence qui vous fait réaliser à quel point vous êtes seul, même marié. J'ai traîné les pieds. En bas, en caleçon et avec ce t-shirt usé de Northwestern que j'ai depuis la fac. Celui que Clarissa me harcelait toujours pour que je le jette. La cafetière était froide, ce qui signifiait qu'elle était encore partie tôt. Probablement une autre réunion importante ou un petit déjeuner d'équipe qui l'obligeait à sortir de la maison avant le lever du soleil. J'ai allumé une cafetière neuve et je suis resté là à l'écouter gargouiller et siffler, me demandant quand je deviendrais le genre de mari qui prépare du café pour une personne le jour de son anniversaire. La cuisine sentait encore légèrement son parfum, ce truc cher qu'elle avait commencé à porter après sa promotion. Du Chanel, je ne sais quoi, qui coûtait plus cher que le loyer de ma voiture. J'adorais cette odeur quand elle se penchait pour m'embrasser au revoir le matin. Maintenant, elle me rappelait tous les endroits où elle aurait préféré être. Toutes les personnes avec qui elle aurait préféré être. Je consulte à nouveau mon téléphone. Toujours rien. Pas même un souvenir Facebook ou un de ces rappels d'anniversaire automatiques. Bon sang, même l'épicerie m'envoie des coupons pour mon anniversaire. Mais ma propre femme. Silence radio. À 10h du matin ce matin-là, j'avais déjà lu 3 articles de presse, répondu à quelques mails professionnels et lancé une lessive. En gros, tout ce que je fais un mardi ordinaire, sauf cette boule étrange dans l'estomac, un mélange de déception et d'appréhension. C'est là que mon téléphone a lâché. Finalement, j'ai pensé qu'elle préparait peut-être quelque chose. Peut-être était-elle juste en retard, en train d'acheter un gâteau ou des fleurs, ou tout ce qui montrerait qu'elle se fichait complètement du fait que je respirais depuis 45 ans. Et j'ai passé la plupart de ces années à essayer de la rendre heureuse. J'ai attrapé le téléphone si vite que j'ai failli renverser ma tasse de café. Le texto était de Clarissa. D'accord. Mais quand je l'ai lu, ce sentiment d'espoir m'est tombé dessus. Personne ne recevra de cadeau cette année. On fait des économies. Joyeux anniversaire. Je l'ai lu 3 fois, pensant avoir peut-être mal compris. Peut-être qu'il y avait un contexte qui m'échappait. Une blague ou un message complémentaire qui aurait pu donner du sens à tout ça. Mais non, c'était tout. 11 mots qui résumaient en gros tout le mariage. Pratique, froid, et livré sans la moindre trace de chaleur ni d'affection. Personne ne recevra de cadeau cette année. Genre, mon anniversaire n'était qu'une dépense de plus à réduire. Un autre poste budgétaire qui n'a pas été retenu. Pas, je t'aime, mais l'argent est serré. Pas, fait-on ça différemment cette année. Juste un simple mémo professionnel remis à l'homme qu'elle avait promis d'aimer et de chérir. J'ai raccroché et j'ai ri. Un de ces rires amers et creux qui surviennent quand on réalise qu'on a joué à un jeu que personne d'autre ne veut gagner. J'étais là, à 45 ans, assis dans ma propre cuisine le jour de mon anniversaire, à recevoir des mémos de réduction de coûts de ma femme comme si j'étais un fournisseur avec qui elle devait renégocier. Le truc, c'est que ce n'était pas vraiment une question de cadeau. Je ne suis pas un matérialiste qui a besoin de cadeaux pour se sentir aimé. J'aurais été heureux avec une carte de la station-service, un petit déjeuner maison. Zut, même juste un bisou sur le front et un joyeux anniversaire, ma belle. Mais ça, c'était Clarissa qui me le disait. Exactement là où je me situais dans ses priorités. Et apparemment, c'était en dessous de son budget Starbucks mensuel. J'ai passé le reste de la matinée à faire ce que je fais toujours quand la vie me prend un coup. J'ai fait le ménage, passé l'aspirateur dans le salon, rangé le garage,
réparer cette charnière grinçante de la porte de la salle de bain qui me rendait folle depuis des mois, m'occupant, restant productive, prétendant que l'efficacité domestique pourrait combler le vide laissé par mon mariage. Vers midi, j'ai appelé mon pote Steve juste pour entendre une autre voix humaine. Il s'est souvenu de mon anniversaire, bien sûr, parce que c'est comme ça entre amis. On a prévu d'aller boire des bières plus tard et pendant quelques minutes, je me suis senti presque normal. Comme si 45 ans n'était peut-être pas si grave après tout. Mais le soir est arrivé et c'est là que je l'ai vu. La photo qui a tout changé. Je parcourais Instagram sans réfléchir, tapant 2 fois sur les photos des dîners et des vacances des autres. Quand la publication de Clarissa est apparue sur mon fil d'actualité, j'ai d'abord cru que c'était une vieille photo d'un voyage qu'on avait pris il y a des années. Mais ensuite, j'ai regardé de plus près. Elle était là, ma femme depuis 15 ans, debout devant la tour Eiffel comme une touriste lambda. Mais elle n'était pas seule. Elle était serrée contre un type que je reconnaissais, mais que je n'arrivais pas à identifier. Tous deux souriaient comme des adolescents qui viennent de sécher les cours. Autour d'elle, 3 ou 4 autres femmes, toutes à la main, flûte de champagne et riant comme si elles venaient d'entendre la blague la plus drôle du monde. La légende m'a fait un trou de mémoire. Voyage de rêve. Redart dies béni dies nuit parisienne postée il y a 2 heures. Pendant que je réparais des charnières et que j'attendais des vœux d'anniversaire qui ne sont jamais venus, ma femme s'amusait à Paris avec ses filles et un inconnu qui affichait son bonheur au monde entier. Aucune mention de moi, aucune explication sur l'endroit où elle était ni avec qui elle était. Juste une joie pure et sans vergogne, sans son mari. J'ai fixé cette photo jusqu'à ce que mes yeux brûlent, sentant quelque chose se transformer en moi. Pas vraiment un chagrin d'amour, mais quelque chose de plus froid et de plus définitif, comme une porte qui claquait et que j'avais tenue ouverte bien trop longtemps. Cette nuit-là, j'ai appris ce que la trahison, ça ressemble vraiment à ça. Et ça ne ressemble ni à des pleurs, ni à du drame, ni à de grandes scènes d'émotion. On dirait une publication sur les réseaux sociaux avec des émojis en forme de cœur, partagée avec le monde entier, assis seul dans le noir, comprenant enfin que certaines personnes choisiront n'importe qui d'autre que soi à chaque fois. Je suis resté assis à fixer cette satanée photo pendant ce qui m'a semblé des heures, mais l'horodatage de mon téléphone indiquait que ça ne faisait que 20 minutes. 20 minutes de ma vie passée à étudier chaque pixel de la trahison de ma femme, tel un expert en criminalistique numérique. Le plus étrange, c'est que je ne pleurais pas, je ne jetais pas d'objets, je ne faisais pas de crise. Je me sentais calme, étrangement, dangereusement calme, comme l'œil d'un ouragan où tout se calme avant que l'enfer ne se déchaîne. Le type sur la photo. C'est ça qui me rongeait. Je connaissais ce visage quelque part, mais mon cerveau faisait ce truc où l'on reconnaît quelqu'un sans pouvoir le situer. Comme quand on voit son facteur au supermarché et qu'il faut une éternité pour comprendre pourquoi il me semble familier. J'ai zoomé. Je me suis penché sur son visage, scrutant ses traits avec la concentration que je réservais habituellement aux feuilles de calcul et aux rapports trimestriels. Puis, ça m'a frappé comme un train de marchandises. Damen Torres, de la fête de Noël de Clarissa au bureau l'année dernière. Le même crétin au discours mielleux qui m'avait coincé près du bol de punch et avait passé 20 minutes à m'expliquer pourquoi les crypto-monnaies étaient l'avenir, pendant que j'acquiesçais poliment en me demandant à quelle vitesse je pourrais m'échapper. Le même type qui m'avait serré la main d'une poigne trop ferme qui criait « Je me rattrape » et qui m'avait dit que j'avais de la chance d'avoir une femme aussi formidable. Ouais, vraiment chanceux. J'ai parcouru l'Instagram de Clarissa à la recherche d'indices que j'avais manqués. Il était là, en arrière-plan d'une photo de team building prise il y a 3 mois. Là encore, à un apéritif de travail, un peu trop près de ma femme. Et là, sur une photo de groupe prise lors de leur réunion d'entreprise à Denver, sa main posée sur son épaule comme s'il était le maître des lieux. Depuis combien de temps cela durait-il? Combien de nuits tardives au bureau et de dîners d'équipe obligatoires avaient-ils réellement eu lieu? Tu étais sorti avec ce type? J'ai commencé à faire des calculs dans ma tête, reliant des points que j'avais été trop confiante ou trop stupide pour voir avant. La nouvelle lingerie qui était apparue mystérieusement dans son tiroir. Son intérêt soudain pour le sport. La façon dont elle avait commencé à poser son téléphone à chaque fois que j'entrais dans la pièce. J'ai cliqué sur d'autres photos de leur voyage à Paris. Chacune était comme un coup de poing dans le ventre. Il y avait Clarissa au Louvre, l'air cultivé et sophistiqué. Clarissa dans un café chic, levant un verre de vin à l'objectif. Clarissa faisant du shopping sur Champella, brandissant des sacs de créateurs qui coûtaient probablement plus cher que mon salaire mensuel. Pendant ce temps,
j'étais assise à la maison comme une idiote, inquiète pour nos finances, et je me demandais pourquoi elle semblait si distante ces derniers temps. Le vrai coup de cœur, c'était les commentaires. Ses amis s'en délectaient, postaient des émojis de feu, « Et tu mérites ça, ma reine, et tu vis ta vie à fond. » Genre, regarder une femme mariée défiler dans Paris avec sa branche, c'était quelque chose à fêter. Genre, je n'existais pas du tout. Je suis allé à la cuisine, j'ai pris une bière, puis je suis revenu. Mon ordinateur portable. Il était temps de faire un vrai travail de détective. Je me suis connecté à notre compte bancaire commun, celui que Clarissa pensait ne jamais consulter parce que je lui faisais confiance pour gérer les finances. Il s'avère que la confiance est un luxe que je ne pouvais plus me permettre. L'historique des transactions racontait une histoire qui m'a fait bouillir le sang. Vol pour Paris, $2800. Hôtel pour 5 nuits, $1200. Shopping, $800, $400, $650. Dîner chic, $200 par-ci, $150 par-là. Tout était débité de la carte de crédit soi-disant plafonnée. La même carte dont elle m'avait fait la leçon quand j'avais acheté une nouvelle perceuse électrique le mois dernier. Mais voilà ce qui m'a vraiment choqué. Elle préparait ce voyage depuis des mois. Les billets d'avion avaient été achetés en février, juste avant la Saint-Valentin, lorsqu'elle m'avait annoncé que nous n'avions pas les moyens d'aller au restaurant. La réservation d'hôtel avait été faite en mars. La même semaine, elle nous a suggéré d'annuler notre abonnement au câble pour faire des économies. À chaque fois, elle m'avait fait culpabiliser d'avoir dépensé $10. Dépensant quelques dollars pour un déjeuner ou une bonne bouteille de vin, elle préparait secrètement ses vacances européennes raffinées avec son petit ami. J'ai retrouvé son passeport dans le tiroir de la chambre, là où elle l'avait laissé, encore chaud du voyage. À l'intérieur, il y avait un talon de carte d'embarquement et un ticket de caisse d'un restaurant chic de Montmartre. Au dos du ticket, quelqu'un avait écrit « À la prochaine », une belle écriture qui n'était certainement pas celle de Clarissa. C'est là que j'ai vraiment réalisé. Ce n'était pas une simple aventure impulsive ou une crise de la quarantaine. C'était calculé, prémédité. Elle menait une double vie depuis des mois, voire des années, dépensant notre argent pour un autre homme tout en me faisant sentir comme un fardeau parce que j'habitais chez moi. Je suis retourné au salon et j'ai contemplé notre vie ensemble. Les photos sur la cheminée du jour de notre mariage, lorsqu'elle m'a souri comme si j'étais importante. Le canapé que nous avions choisi ensemble chez Ikea, et nos disputes sur les couleurs des tissus comme si c'était la décision la plus importante au monde. La bibliothèque. Plein de romans qu'elle me lisait le dimanche matin, quand on s'appréciait encore. Tout cela me semblait désormais comme un témoignage de la vie de quelqu'un d'autre, comme si je traversais le musée d'un mariage qui s'était éteint si lentement que je n'avais pas remarqué qu'il s'était arrêté. Mon téléphone vibra, une nouvelle notification Instagram. Clarissa avait posté une nouvelle photo, cette fois un selfie pris dans l'avion, avec la légende « Paris me manque déjà ». J'ai hâte d'y retourner bientôt. Un visage souriant aux yeux durs, un avion. Les commentaires affluaient à nouveau. Encore des émojis cœur et des encouragements d'amis qui en savaient visiblement plus que moi sur la vie de ma femme. J'ai fermé l'application et me suis rassise, sentant un calme étrange m'envahir à nouveau. Le lendemain, elle rentrerait avec des histoires sur le voyage incroyable, omettant probablement la partie sur Damien. Elle ferait comme si rien n'avait changé, comme si je n'avais pas passé les 3 derniers jours à découvrir que mon mariage était un mensonge. Mais quelque chose avait changé. J'avais changé. Le Marcus qui s'était réveillé en espérant un message d'anniversaire de sa femme avait disparu. À sa place était assis un homme qui comprenait enfin exactement ce qu'il avait à faire. Et j'en avais assez d'être surpris. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Pas parce que j'étais dévasté ou le cœur brisé. Bon sang, j'avais largement dépassé ce stade. Je n'ai pas pu dormir parce que mon cerveau était passé en mode projet. La même énergie concentrée que je ressens lorsque je résous un problème complexe au travail. Sauf que ça. À l'époque, le problème venait de ma femme menteuse et infidèle, et j'étais sur le point de devenir très doué pour le résoudre. Je me suis levé en douce vers 2 heures du matin et me suis dirigé directement vers mon bureau à domicile. Clarissa plaisantait toujours en disant que j'étais obsédé par la tenue de dossier, que je classais tout comme une sorte de comptable sous stéroïdes. Elle levait les yeux au ciel quand je conservais des reçus et que j'organisais des relevés bancaires, me traitant de paranoïaque et de coincé. Il s'avère que la paranoïa est payante quand son conjoint dirige une entreprise parallèle en trahison.
J'ai allumé mon ordinateur portable et commencé à extraire des fichiers. Voyez-vous, Clarissa avait commis une erreur cruciale au fil des ans. Elle m'avait donné accès à tout. Compte bancaire joint, carte de crédit partagée, son mot de passe de messagerie qu'elle n'avait jamais pris la peine de changer depuis 2018. Elle était devenue paresseuse, confortable, pensant probablement que j'étais trop confiant ou trop ivre pour la surveiller. Grosse erreur, ma chérie. La première chose que j'ai imprimée, ce sont 6 mois de relevés de carte de crédit. Chaque transaction, chaque course Uber nocturne qu'elle prétendait liée au travail. J'ai surligné en jaune les éléments suspects, des dîners pour 2 dans des restaurants où nous n'étions jamais allés ensemble, des achats dans des magasins de lingerie pendant ses pauses déjeuner, des réservations d'hôtels dans des villes où elle était censée assister à des conférences en solo. Ensuite, il y a eu les relevés téléphoniques. Notre forfait familial me donnait accès aux journaux d'appel et aux résumés de SMS. Et, mon Dieu, est-ce que ça racontait quelque chose? Des centaines d'appels au numéro de Damien, certains durant plus d'1 heure. Des SMS sur des SMS envoyés à toute heure du jour et de la nuit. L'opérateur téléphonique ne montre pas le contenu réel, mais il montre la fréquence. Et la fréquence était accablante. J'ai imprimé des relevés bancaires montrant des retraits d'espèces à des heures et des endroits étranges. Des reçus de distributeurs automatiques de billets du quartier branché du centre-ville où habitait Damien. Relevés pendant les heures où Clarissa était censée être au travail. Des frais de déplacement dont je n'avais jamais entendu parler. Débités sur des comptes dont j'avais oublié l'existence. Mais c'est là que ça devient intéressant. Je n'étais pas seul. Voyez-vous, j'ai une amie de fac, Irene Navarro, qui est devenue détective spécialisée dans les crimes financiers. On est resté en contact au fil des ans, on buvait des bières dès qu'elle était en ville, ce genre de choses. Irene est le genre de personne qui flaire à 3 comtés de distance et qui n'a aucune patience pour les gens qui se croient plus intelligents qu'ils ne le sont en réalité. Je l'ai appelée vers 3 heures du matin, ce qui peut paraître fou, mais Irene a toujours été un oiseau de nuit. De plus, elle m'avait répété plus d'une fois de l'appeler si j'avais besoin d'aide, quelle que soit l'heure. Marcus, qu'est-ce qui ne va pas? Sa voix était alerte, professionnelle, sans somnolence ni confusion, juste une concentration immédiate. J'ai besoin de conseils pour documenter une fraude financière, ai-je dit, allant droit au but. Hypothétiquement, il y a eu un silence. Hypothétiquement, hein? Et ça à propos de Clarissa? Irene n'avait jamais aimé ma femme. Pas de façon évidente. Elle était toujours polie aux fêtes et aux réunions de famille, mais je pouvais le dire. Les femmes ont ce radar pour les conneries des autres femmes. Ce que les gars passent complètement à côté. Avec le recul, Irene a probablement deviné le jeu de Clarissa des années avant moi. Que voulez-vous savoir, a-t-elle demandé. Je lui ai tout expliqué. Le voyage paroissial, les dépenses cachées, la tromperie systématique. Irene écoutait sans m'interrompre, émettant parfois ces petits « même » que font les flics lorsqu'ils prennent des notes mentales. Vous voulez mon avis professionnel, a-t-elle dit quand j'ai eu fini. Documentez tout, imprimez-le, classez-le, faites des photocopies. Ne la confrontez pas encore. Les gens deviennent stupides quand ils paniquent, et les stupides détruisent les preuves. Il faut être à l'abri avant d'agir. Elle m'a expliqué le processus comme si elle briefait un détective débutant. Quoi sauvegarder, comment l'organiser, ou stocker les copies de sauvegarde. Elle m'a même donné des conseils sur le suivi des preuves numériques et la préservation des métadonnées auxquelles je n'aurais jamais pensé toute seule. Irene a ajouté une dernière chose avant de raccrocher, il ne s'agit pas seulement de la surprendre en flagrant délit d'infidélité. Si elle a caché des dépenses et menti sur ses finances, vous pourriez être confronté à une fraude, des implications fiscales, toutes sortes de problèmes juridiques. Il faut se protéger. J'ai passé les 4 heures suivantes à constituer ce que j'ai commencé à appeler le dossier. Chaque élément de preuve était classé chronologiquement et recoupé par type. Dossier financier, photos, journaux d'appel, reçus de voyage. J'ai même trouvé des confirmations par email pour des soins au spa et des virées shopping que Clarissa s'était fait suivre, mais qu'elle avait oublié de supprimer de notre compte partagé. Au lever du soleil, j'avais une enveloppe en papier craft remplie de preuves suffisantes pour mettre fin à un mariage et probablement ruiner une carrière ou deux. Mais ce n'était pas le cas. J'étais déjà prête à l'utiliser. Je voulais voir ce que Clarissa ferait à son retour de son voyage de rêve. Me mentirait-elle au nez? Inventerait-elle des histoires de team building et de développement professionnel, ou ferait-elle comme si Paris n'avait jamais existé?
J'ai scellé l'enveloppe et j'ai écrit « Votre déménagement » au marqueur noir. Puis je l'ai déposée au beau milieu de notre chambre, là où elle devrait l'enjamber pour atteindre le placard. Ni cachée là où elle pourrait la manquer. À la vue de tous, impossible à ignorer. 3 jours. Voilà le temps que j'ai attendu. Je vaquais à mes occupations habituelles pendant que cette enveloppe était là, comme une bombe à retardement. Je suis allé travailler, je suis rentré, j'ai préparé le dîner pour une personne, j'ai regardé Netflix, j'ai fait comme si tout était normal. Mais intérieurement, je comptais les heures jusqu'au retour de ma femme pour affronter la situation. La maison était différente pendant ces 3 jours. Plus calme, mais pas solitaire. Plutôt le calme avant la tempête, quand l'air devient lourd et électrique et qu'on sait que quelque chose d'important est sur le point de se produire. Je n'étais ni nerveuse ni effrayée. J'étais prête. Prête. Pour les mensonges, les excuses, les larmes, la colère. Prêt à accueillir la version de Clarissa qui franchirait cette porte, car j'avais enfin quelque chose qu'elle n'attendait pas de moi. La vérité. J'étais assis sur le porche avec une tasse de café et le journal du matin quand j'ai entendu sa voiture s'arrêter dans l'allée. C'était un de ces mardis après-midi parfaits. Ciel bleu, chant d'oiseaux, le genre de journée qui fait oublier que le monde peut être vraiment dingue parfois. J'étais dehors depuis environ 1 heure, profitant du calme et de la tranquillité, sachant que le bruit allait vite monter. La portière de Clarissa a claqué plus fort que d'habitude. Par la fenêtre, je la voyais attraper sa valise et ce sac à main surdimensionné qu'elle portait toujours pour regarder. Elle portait la tenue qu'elle avait portée sur une de ses photos de Paris. Cette robe noire avec des lunettes de soleil de créateur qui coûtaient probablement plus cher que le loyer de la plupart des gens. Même de loin, je voyais qu'elle était de bonne humeur, fredonnant une chanson et sautillant pratiquement dans l'allée comme si elle venait de gagner le concours. Loterie. Une partie de moi se sentait presque mal à l'idée de ce qui allait se passer. Presque. Je suis resté sur le porche, faisant semblant de lire un article sur la série de défaites de l'équipe de baseball locale. La porte d'entrée s'est ouverte et j'ai entendu ses talons claquer sur le parquet de l'entrée. Elle parlait au téléphone, riant de quelque chose, racontant probablement à une de ses amies tous les merveilleux souvenirs qu'elle avait créés avec son petit ami dans la ville lumière. « Marcus » a-t-elle crié, « je suis rentré. » Sa voix avait cette fausse gaieté que les gens utilisent quand ils essaient trop de paraître normaux. Comme lorsqu'un enfant rentre à la maison après avoir cassé quelque chose et se montre très gentil, en espérant que vous ne le remarquerez pas dehors, ai-je rappelé, sans bouger de ma chaise. Je l'ai entendu monter sa valise à l'étage, toujours en train de discuter au téléphone. Quelque chose à propos d'une expérience incroyable et de son retour prochain. L'ironie ne m'a pas échappé. Elle était là, à parler avec enthousiasme de son escapade romantique à quelqu'un d'autre, tandis que son mari était assis à 10 mètres, complètement invisible à son monde. Puis la maison. Le silence s'est fait. Un silence de mort. Le genre de silence qui fait bourdonner les oreilles et accélérer le rythme cardiaque. J'ai regardé ma montre. 15h47. Elle avait trouvé l'enveloppe. La suite des événements ressemblait à un film d'horreur, sauf qu'au lieu d'un monstre jaillissant d'un placard, c'était ma femme découvrant que son mari, soi-disant ignorant, ne l'était pas autant qu'elle le pensait. Le cri a commencé bas, presque comme un gémissement, puis s'est transformé en quelque chose de primitif et de terrifiant. Ce n'était pas seulement de la surprise ou du choc. C'était le bruit de l'effondrement du monde entier. Le son a rebondi sur les murs et a résonné dans la maison comme une sirène dans un canyon. J'ai posé ma tasse de café et j'ai attendu. Les cris ont brusquement cessé, remplacés par des pas frénétiques et un froissement de papier. Je l'imaginais là-haut, probablement assise par terre dans la chambre, entourée de tous ces documents soigneusement classés, essayant de comprendre ce que je savais et à quel point elle était foutue. Puis sont venus les jurons. Clarissa avait toujours, elle se targuait d'être raffinée, classe, le genre de femme qui disait « zut » au lieu de « zut » et qui n'élevait jamais la voix en public. Mais la femme à l'étage lançait des « f » comme un marin ivre, hurlant des choses que je n'avais jamais entendues sortir de sa bouche. Des pas lourds résonnèrent dans l'escalier. Je l'entendis trébucher, probablement parce qu'elle essayait de courir avec ses talons ridicules. Puis la porte de derrière claqua si violemment que toute la maison trembla. Marcus. Je me retournai et elle était là, déboulant sur le porche comme un ange vengeur. Sauf que les anges n'agitent probablement pas des documents financiers en rougissant de rage. Sa coiffure parisienne parfaite tombait déjà de la coiffure onéreuse qu'elle avait achetée,
et son maquillage était maculé par ce que je supposais être des pleurs de panique à l'étage. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» cria-t-elle en secouant les papiers comme s'ils étaient en feu. Je bus une gorgée de café, sans broncher. « C'est tout, tu l'as fait en me disant que nous étions fauchés. » Je me suis dit qu'il était temps d'arrêter de faire semblant. Elle m'a simplement fixé une seconde, comme si elle n'arrivait pas à réaliser que j'étais assise là, si calme, pendant que son monde explosait. Puis elle s'est mise à faire les 100 pas sur le porche, marmonnant dans sa barbe et s'arrêtant de temps en temps pour me fusiller du regard comme si c'était de ma faute. « Tu n'avais pas le droit de... » Elle a commencé à... « Vérifie notre compte bancaire commun. Regarde nos cartes de crédit communes. » Bon sang, Clarissa, je ne suis pas un inconnu qui a piraté ton système. Je suis ton mari. Où as-tu oublié ça pendant que tu jouais à la maison avec Damien à Paris? La mention de son nom l'a frappé comme une gifle. Son visage est devenu blanc, puis rouge, puis redevenu blanc. Comment sais-tu pour ton petit ami? Tes vacances secrètes, le fait que tu me mens depuis des mois tout en dépensant notre argent pour un autre homme. Je me suis levé lentement, d'une voix assurée. Je suis au courant de tout. Elle a essayé de se reprendre, changeant de tactique comme un politicien pris dans un scandale. La colère a disparu, remplacée par cette étrange fausse vulnérabilité qui... Je l'avais vu utiliser sur d'autres personnes, mais jamais sur moi. Marcus, écoute. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas ce que tu crois. Damien et moi étions juste amis. J'ai terminé. Des collègues, laisse-moi deviner. Tu lui faisais juste visiter Paris par courtoisie professionnelle. Elle ouvrit la bouche pour continuer à mentir, puis sembla réaliser son ridicule. Au lieu de cela, elle changea de direction, se lançant directement dans la culpabilisation. « Tu vas me gâcher la vie pour ça ?» demanda-t-elle, sa voix brisée de cette façon qui me donnait envie de réparer ce qui n'allait pas. Mais plus maintenant. J'ai regardé cette femme avec qui j'étais marié depuis 15 ans. Cette personne que j'avais aimée, en qui j'avais eu confiance et avec qui j'avais construit ma vie. Et tout ce que je ressentais, c'était rien. Ni colère, ni tristesse, ni même déception. Juste une compréhension claire et nette de qui elle était et de qui elle avait toujours été. « Je ne vais pas te gâcher la vie, Clarissa, » dis-je en prenant ma tasse de café et en me dirigeant vers la porte. « Tu l'as déjà fait toi-même. » 2 jours après le Porsche. Après l'épreuve de force, nous nous sommes retrouvés dans la salle de conférence stérile de Patterson & Associates. Le genre de cabinet qui crie cher, mais qui vaut le coup avec son mobilier en acajou et ses livres reliés en cuir que personne ne lit probablement jamais. J'ai appelé mon avocate, Rebecca Patterson, le lendemain de la crise de Clarissa, et elle avait réussi à nous caser entre une audience pour la garde des enfants et une fusion d'entreprises. Rebecca était la meilleure avocate spécialisée en divorce de la ville, une quinquagénaire à la langue bien pendue, qui avait vu tous les désastres conjugaux imaginables et qui n'avait aucune patience pour ceux qui lui faisaient perdre son temps. Clarissa était assise en face de moi à la table de conférence impeccable, comme si elle avait vieilli de 5 ans et 48 heures. La tenue de créateur avait disparu, remplacée par un jean et un chemisier froissé qui criait « Je me suis habillé dans le noir ». Ses cheveux étaient tirés en arrière en une queue de cheval désordonnée, et elle n'arrêtait pas de tripoter son alliance comme si elle hésitait entre me la jeter à la figure ou la mettre en gage pour payer sa caution. « Alors » dit Rebecca en glissant un épais dossier. De l'autre côté de la table, en direction de Clarissa. Monsieur Henderson a demandé le divorce pour adultère et malversation financière. Ce sont les papiers. Clarissa jeta à peine un coup d'œil aux documents avant de les repousser comme s'ils étaient contaminés. C'est ridicule. Marcus dramatise. Alors, je suis parti en voyage avec des amis. Ça ne veut rien dire. J'ai failli rire. Même assise dans le bureau d'un avocat avec une montagne de preuves sous les yeux. Elle essayait encore de jouer la carte de l'innocence, comme si on se disputait à propos du fait que je ne sortais pas les poubelles, au lieu de sa trahison systématique envers notre mariage. Madame Henderson. Rebecca continua, sa voix prenant ce ton professionnel que les avocats utilisent lorsqu'ils sont sur le point de gâcher la journée de quelqu'un. Nous avons des preuves documentées de votre liaison extra-conjugale avec Monsieur Damen Torres, y compris des relevés financiers montrant que vous avez utilisé l'argent du mariage pour financer des voyages romantiques et des cadeaux pour votre amant. Par amour ? J'adore ce mot. Il sonnait tellement plus classe que le type que vous avez couché dans le dos de mon mari. Le visage de Clarissa rougit. C'est privé. Vous ne pouvez pas.
En fait, je peux, dis-je. Je me suis adossé à ma chaise. On partage les comptes, tu te souviens? Tout ce qu'on possède est commun, y compris l'argent que tu as dépensé pour ton petit ami. Elle m'a lancé un regard à faire fondre l'acier, mais ses sentiments ne m'intéressaient plus. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de contrôler quelque chose dans ma vie, et ça faisait du bien. La faute financière à elle seule est un motif de divorce dans cet état, a expliqué Rebecca. En feuilletant les pages de documents, on parle d'environ 15 000 $ de dépenses non autorisées au cours des 8 derniers mois, y compris le récent voyage paroissial, divers hôtels, restaurants et cadeaux personnels. 15 000 $. C'était plus que ce que nous avions dépensé pour nos 3 derniers anniversaires réunis, à l'époque où Clarissa faisait encore semblant de se soucier de célébrer notre mariage. Mais Clarissa ne cédait pas. Elle a croisé les bras et m'a lancé ce regard de défi qu'elle lançait à ses parents lorsqu'ils l'avaient surprise en train de sortir en douce au lycée. D'accord. Tu veux laver notre linge sale en public? Vas-y, mais tu n'auras pas la moitié de tout juste parce que je... Elle avait commis des erreurs. Des erreurs? Elle qualifiait des mois de tromperie calculée et de trahison financière d'erreurs, comme si elle avait accidentellement pris la mauvaise commande de café chez Starbucks. C'est alors que Rebecca sourit. Pas un sourire amical, mais le genre de sourire prédateur que les avocats spécialisés en divorce affinent après des années à regarder des conjoints infidèles creuser leur propre tombe. En fait, Madame Henderson, il y a autre chose que vous devriez savoir. Elle fouilla dans sa serviette et en sortit un deuxième dossier. Celui-ci sensiblement plus épais que le premier. Nous avons reçu hier des informations supplémentaires qui, je pense, vous intéresseront. L'expression arrogante de Clarissa s'estompa. Quel genre d'informations? Rebecca ouvrit le dossier avec une précision théâtrale, comme si elle déballait un cadeau qu'elle avait gardé pour Noël. Des images de surveillance de votre immeuble datant de 6 mois. Des relevés de virements bancaires montrant des paiements depuis votre compte professionnel pour couvrir les dettes personnelles de Monsieur Torres. Et surtout, une plainte confidentielle des RH déposée contre Monsieur Torres par Mademoiselle Jennifer Walsh, une collaboratrice junior de votre service. Clarissa perdit ses couleurs. Face si vite que je pensais qu'elle pourrait s'évanouir. Quelle plainte? Le harcèlement sexuel, a déclaré Rebecca, lisant le dossier. Madame Walsh allègue que Monsieur Torres a utilisé sa position d'autorité pour la faire pression dans une relation sexuelle avec des promesses de promotion et des menaces de représailles si elle refusait. Elle affirme également que certains cadres supérieurs étaient au courant du comportement de Monsieur Torres et n'ont pas pris les mesures appropriées. J'ai regardé le monde de ma femme s'effondrer en temps réel. Sa bouche s'ouvrit et s'est fermée comme un poisson haletant pour l'air, et ses mains ont commencé à trembler si mal qu'elle a dû les réconforter ensemble pour l'arrêter. La plainte a été déposée il y a 3 semaines, a poursuivi Rebecca, s'amusant clairement. Monsieur Torres a été mis en congé administratif hier, en attendant une enquête complète. Ses courriels d'entreprise et son accès à la construction ont été suspendus. Ce n'est pas possible, a chuchoté Clarissa. Damen m'a dit qu'il prenait aussi des vacances. Elle s'est arrêtée au milieu de la phrase, réalisant qu'elle venait d'admettre avoir coordonné les plans de voyage avec l'homme qu'elle avait prétendu n'était qu'un collègue. À quoi, Madame Henderson? Vous emmène à Paris? En utilisant de l'argent que l'entreprise enquête maintenant comme un détournement potentiel, Clarissa m'a regardé avec une véritable panique dans les yeux pour la première fois depuis le début de tout cela. Pas de colère ou de défi ou de fausses larmes. Vraiment honnête envers la terreur de Dieu en réalisant que sa petite affaire parfaite était sur le point de détruire tout ce pour quoi elle avait travaillé. L'enquête de la société découvrira probablement les irrégularités financières, a déclaré Rebecca, clôturant le dossier avec un snap satisfait. Transfert de câbles, abus de compte de dépenses, abus abrupt des ressources des entreprises. Votre employeur prend ces choses très au sérieux, surtout lorsqu'il implique le harcèlement sexuel et la fraude. Je me suis assis et j'ai regardé ma femme traiter le fait que son jouet de garçon n'était pas seulement un petit ami tricheur. C'était un prédateur qui avait utilisé sa position pour exploiter d'autres femmes et elle l'aidait à le faire. Marcus, dit-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Je ne savais pas. Je jure que je ne savais rien de tout cela. Pour la première fois depuis que j'ai découvert sa trahison, je me suis presque senti désolé pour elle. Presque. Puis je me suis souvenu de toutes ces nuits elle m'avait fait sentir coupable d'avoir remis en question ses réunions tardives et ses conférences de week-end. Peut-être pas, dis-je. Mais tu savais que tu me mentais. Vous saviez que vous dépensiez notre argent pour un autre homme.
Vous saviez que vous détruisiez notre mariage. Elle n'avait aucune réponse pour cela. Aucun du tout. Je buvais mon café du matin et faisais défiler les nouvelles lorsque le téléphone de Clarissa a commencé à exploser. Il était à peine 7 heures du matin, mais cette chose bourdonnait comme une guêpe en colère piégée dans un pot. SMS après le texte, appel après appel, tous ignorés pendant qu'elle faisait semblant de dormir dans la chambre d'amis où elle s'est écrasée depuis notre réunion d'avocats. Le premier appel est venu de son superviseur direct à 8h15. Je savais parce que Clarissa avait programmé les coordonnées de tout le monde avec ses sonneries personnalisées odieux, et Janet Morrison était une musique classique qui la rendait plus importante qu'elle ne l'était. Le téléphone a sonné 4 fois avant d'aller à la messagerie vocale, puis a immédiatement recommencé à sonner. C'est à ce moment-là que je savais que ce n'était pas seulement un autre jour au bureau. Par le temps que Clarissa s'est finalement traînée en bas vers 9h, son téléphone avait reçu 17 appels manqués et Dieu sait combien de textes. Elle ressemblait à l'enfer, des yeux gonflés, le maquillage d'hier maculé sous son menton, portant l'un de mes anciens pulls molletonnés qui lui pendait comme une tente. Ce n'était pas la même femme confiante qui avait publié des photos glamour de Paris il y a moins d'une semaine. Quelque chose ne va pas, dit-elle, regardant son téléphone comme si c'était sur le point d'exploser. Tout le monde m'appelle. Je n'ai rien dit. Je n'arrêtais pas de lire mon papier et de siroter mon café comme si c'était un autre mardi matin en banlieue. Son téléphone sonna à nouveau. Janet Morrison, Round 18. Cette fois, Clarissa a répondu, Janet ? Désolé, j'étais sous la douche. Qu'est-ce qu'elle a cessé de parler si brusquement, je pensais que l'appel avait chuté. Puis son visage est devenu blanc comme une feuille. Que voulez-vous dire immédiatement ? Je ne pouvais pas entendre le côté de Janet de la conversation, mais je pourrais deviner. Les services RH des entreprises n'appellent pas à 8 heures du matin avec de bonnes nouvelles, surtout lorsque l'un de vos collègues fait l'objet d'une enquête pour harcèlement sexuel et inconduite financière. Mais je viens de rentrer de vacances, a dit Clarissa, sa voix devenant plus élevée et plus désespérée. Je n'ai même pas encore vérifié mes emails. Plus de silence, plus de couleur s'écoulant de son visage. Je comprends. Oui, je serai là dans 1 heure. Elle a raccroché et s'est juste tenue là en tenant son téléphone, ne regardant rien comme si elle essayait de traiter des informations qui ne étaient pas calculées. Tout va bien au travail ? Ai-je demandé, ne levant pas les yeux de la section sportive. Je dois entrer, a-t-elle dit. Les RH veulent me voir. Probablement juste des trucs de routine, ai-je dit. Peut-être veulent-ils entendre parler de votre équipe de consolidation d'équipe à Paris. Le sarcasme a frappé sa cible. Elle m'a lancé un regard qui aurait pu couper du verre, mais elle avait trop peur pour commencer un autre combat. Au lieu de cela, elle a couru à l'étage pour s'habiller, se déplaçant avec l'énergie frénétique de quelqu'un qui sait qu'ils sont sur le point de se faire virer, mais ne l'ont pas encore accepté. Je l'ai regardée partir de la fenêtre de la cuisine, reculer de l'allée comme si elle conduisait à sa propre exécution. Sa BMW, celle qu'elle a louée l'année dernière parce qu'elle méritait de belles choses, avait l'air plus petite, en quelque sorte moins impressionnante. C'est drôle comment une voiture peut paraître chère et désespérée en même temps. Elle était partie pendant 3 heures. Quand elle est revenue, elle n'est même pas arrivée dans la maison avant de commencer à pleurer. De vrais pleurs, pas les larmes manipulatrices qu'elle avait déjà essayées. Ce sont les soblés et snotty de quelqu'un dont la vie venait d'imploser dans une salle de conférence d'entreprise. Je l'ai trouvée assise dans sa voiture dans l'allée, agrippant le volant comme si c'était la seule chose l'empêchant de flotter dans l'espace. J'ai frappé à la fenêtre et elle m'a regardé avec des yeux rouges et gonflés qui ne tenaient aucune trace de l'arrogance que je m'étais habitué au cours des dernières années. Ils m'ont tiré, a-t-elle dit à travers le verre, la voix étouffée et cassée. J'ai ouvert la portière de la voiture et je me suis assis sur le siège du passager, non pas parce que je me sentais désolé pour elle, mais parce que je voulais entendre cette histoire de première main. Violation politique, a-t-elle poursuivi, essuyant son nez avec le dos de sa main. Conflit d'intérêts, abus de fonds d'entreprise. Ils ont dit que j'avais utilisé des ressources de l'entreprise pour faciliter une relation inappropriée avec un subordonné. Damien était votre subordonné. Junior partner, a-t-elle admis. J'étais son superviseur sur le compte Hartwell. Parfait. Donc, non seulement elle m'avait trompé avec une collègue, mais elle avait maltraité sa position pour le faire. Les succès ont continué à venir. Ils m'ont escorté, a-t-elle dit, regardant tout droit comme si j'étais une sorte de criminel. Emballé mon bureau pendant que la sécurité regardait,
m'a fait tourner mon badge et mon ordinateur portable. 15 ans avec cette compagnie, Marcus, 15 ans, et ils m'ont jeté comme des ordures. Le rire était amer, creux, parti, le même jour que la réunion des RH. Mes appels, dit-elle tranquillement. Damien, je lui envoie un SMS depuis hier, et c'est comme s'il avait disparu. Ses comptes de médias sociaux sont tous désactivés. Enfin, une certaine conscience de soi. 3 jours plus tard, Clarissa a essayé d'avoir la conversation. Vous savez, celui où le conjoint tricheur veut soudainement régler les choses après leur monde entier est allé en enfer. Elle avait été sur la pointe des pieds sur moi depuis qu'il se faisait virer, faisant du café le matin, nettoyant après elle, même en faisant la lessive sans qu'on leur demande. C'était comme regarder quelqu'un auditionner pour le rôle de bonne épouse après avoir passé des mois à perfectionner la partie du mensonge nightmare. J'étais dans le garage travaillant sur mon ancienne Camaro, un 1987 que j'avais restauré pièce par morceau depuis 5 ans. C'était mon évasion, ma méditation, le seul endroit où tout avait du sens et rien ne pouvait me mentir. Un moteur a couru où ce n'est pas le cas. Les pièces s'adaptent ou ne l'ont pas fait. Pas de zone grise, pas de manipulation, pas de Marcus. Sa voix était petite, provisoire, comme si elle s'approchait d'un animal sauvage qui pourrait se boulonner si elle se déplaçait trop vite. Je n'ai pas levé les yeux du carburateur que je reconstruisais. Ouais. Pouvons-nous parler ? Nous parlons maintenant. Elle est entrée dans le garage, attendant de ne pas s'approcher trop près. Au cours de la semaine dernière, elle avait appris à lire mes humeurs. Et en ce moment, je rayonnais le type d'énergie qui s'est approche avec une extrême prudence. Je veux dire, parler vraiment de nous de ce qui s'est passé. J'ai finalement levé les yeux, essuyant mes mains sur un vieux chiffon de boutique plus graissé que le tissu. Elle portait cette robe de soleil bleu que j'adore, celle qu'elle avait portée lors de notre lune de miel au Mexique. J'ai fait une erreur, Marcus, a-t-elle dit, en croisant les bras comme si elle essayait de se tenir ensemble. Une énorme erreur. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Là, c'était encore. Erreur. Comme si elle avait accidentellement mis du sel dans son café au lieu du sucre, pas systématiquement trompé son mari pendant des mois tout en dépensant des milliers de dollars sur un autre homme. Quelle partie a été l'erreur ? Ai-je demandé, posant mes outils, me mentant sur l'endroit où vous alliez, volant notre argent pour payer le style de vie de votre petite amie ou publier des photos de votre affaire sur les réseaux sociaux. Elle tressaillit à chaque mot comme si je la giflais. Tout cela, le tout. J'ai été pris dans quelque chose qui semblait excitant et nouveau, et j'ai perdu de vue ce qui était important. Qu'est-ce qui était important, Clarissa ? Nous, notre mariage, vous. J'ai ri et le son a fait écho au mur de garage comme un coup de feu. Vous savez ce qui est important pour vous ? Se faire prendre. C'est la seule chose dont vous êtes désolé. Ce n'est pas vrai, non ? Je me suis levé et elle a pris un pas en arrière. Non pas parce que je la menaçais, mais parce qu'elle pouvait voir quelque chose dans mon visage qui n'avait pas été là auparavant. Si Damien n'avait pas été licencié, si l'entreprise n'avait pas commencé à enquêter, si je n'avais pas trouvé ses dossiers bancaires, seriez-vous ici pour demander pardon, ou si vous planifieriez toujours votre prochaine escapade romantique ? Elle ouvrit la bouche pour le nier, puis la ferma à nouveau. Nous connaissions tous les deux la réponse. Je le pensais. J'ai dit, Marcus, s'il vous plaît. Nous pouvons travailler à travers cela. Les couples le font tout le temps. Nous pouvons aller au conseil, recommencer, reconstruire. Reconstruire quoi? I stay home? Where you make decision without consulting me? Where you lie about money and disappear 4 days at a time? I shook my head. That not a mariage, Clarissa. That me being a convenir room to help pay your bill. It wasn't always like that. Yes, it was. The truth it me I said it. Clear and painful a broken bone. It's been like that for years. He just kept making excuse for you because he didn't want to admit that the woman he married était devenue quelqu'un qui m'a vu comme un obstacle à son bonheur. Ensuite, mais ce n'était pas les larmes manipulatrices d'avant. C'était différent. Le genre de pleurs qui se produit lorsque quelqu'un se rend finalement compte qu'il a perdu quelque chose qu'il ne peut pas récupérer. Je t'aime, chuchota TL. Non, tu ne le fais pas, dis-je. Et pour la première fois depuis le début de tout ce gâchis, j'ai ressenti quelque chose comme la paix. Vous aimez l'idée de vous marier. Vous aimez avoir quelqu'un sur lequel se replier lorsque vos aventures ne fonctionnent pas.
Mais tu ne m'aimes pas, Clarissa. Si vous l'avez fait, rien de tout cela ne serait arrivé. Elle se tenait là pendant un long moment, des larmes coulant sur son visage, attendant probablement que je la réconforte ou lui dise que tout irait bien. Mais je n'ai pas bougé. Je ne l'ai pas atteinte ni offert une réconfort ou une prétention vide que l'amour pourrait réparer ce qui était cassé au-delà de la réparation. Je ne te déteste pas, dis-je enfin. Mais je m'en fiche non plus. Vous avez passé des années à choisir tout le monde sauf moi. Vous pouvez maintenant vivre avec ce choix. Elle a quitté le garage sans un autre mot et je suis retourné à travailler sur mon moteur. Quelques-uns les choses une fois brisées ne peuvent pas être réparées. Mais certaines choses comme le respect de soi et la vérité valent plus que d'essayer de réparer ce qui n'a jamais été vraiment entier pour commencer. Il y a ce magasin de bijoux du centre-ville appelé Brennan qui existe depuis les années 50. Le genre d'endroit où 3 générations de la même famille ont vendu des bagues de fiançailles et des cadeaux d'anniversaire à des idiots pleins d'espoir comme moi. J'y vais depuis des années. A choisi la bague de mariage de Clarissa là-bas. Acheté ses boucles d'oreilles pour notre 5e anniversaire. Il lui a même eu un bracelet de tennis lorsqu'elle s'est associée à son entreprise. Environ 2 semaines avant mon anniversaire, quand je pensais toujours que ma femme pourrait se soucier de célébrer une autre année de mon existence, j'étais entré dans Brennan avec une mission spécifique. Je voulais obtenir Clarissa quelque chose de significatif, quelque chose qui pourrait lui rappeler ce que nous avions avant que tout ne se passait sur le côté. Le vieux monsieur Brennan lui-même travaillait ce jour-là. Doit avoir poussé 80, mais toujours tranchant. Comme attaque est 2 fois plus charmant. Il se souvenait de moi des visites précédentes, qui étaient à la fois impressionnantes et légèrement déprimantes. Combien de bijoux un gars visite-t-il que le propriétaire le connaît par son nom? L'évolution à venir, Marcus? Il avait demandé, me conduisant à la vitrine près de la fenêtre. Anniversaire, disais-je. Le mien, pensait en fait que je lui aurais quelque chose de gentil. Il avait haussé les sourcils à cela, mais n'a pas commenté. Brennan avait probablement vu suffisamment de mariages aller et venir pour reconnaître les signes d'un homme qui essaie trop fort de réparer quelque chose qui pourrait déjà être brisé. Nous avons d'abord regardé les anneaux, puis les bracelets, mais rien ne semblait bien. Tout semblait trop flashy ou trop générique, comme le type de cadeau que vous achetez lorsque vous passez par les mouvements, mais pas vraiment le ressentir. Puis Brennan m'a montré les colliers. Celui-ci est spécial, a-t-il dit, sortant une simple chaîne en or avec un petit charme de boussole. 18 karaté gold fabriqué à la main par un artiste local. La boussole est fonctionnelle, pointant fait le nord. Je l'avais tenu à la lumière, en regardant la minuscule aiguille s'installer sur le nord magnétique comme s'il avait été programmé pour trouver toujours son chemin. Quelque chose à propos de cela m'a frappé dans la poitrine. L'idée de toujours savoir dans quelle direction vous vous dirigez, ayant toujours quelque chose pour vous guider lorsque vous êtes perdu. C'est parfait, je l'avais dit, et je le pensais. Brennan l'avait enveloppé dans l'une de ces petites boîtes fantaisistes avec la doublure en velours et je l'ai ramené à la maison en se sentant plutôt bien dans ma peau. Pour une fois, j'ai trouvé un cadeau qui semblait personnel, significatif, quelque chose qui pourrait faire sourire Clarissa comme elle le faisait lorsque nous avons commencé à sortir ensemble. C'était avant le texte sans cadeau de cette année. Avant Paris, avant de découvrir que ma femme avait utilisé notre argent pour financer son affaire tout en me faisant des conférences sur la réduction des coûts. Le collier était assis dans mon tiroir de commode depuis 3 semaines maintenant, toujours dans sa petite boîte, comme un monument à ma propre stupidité. Chaque fois que j'ouvrais ce tiroir pour saisir des chaussettes ou des sous-vêtements, c'était là, me rappelant l'homme que j'étais. Le gars qui croyait toujours que sa femme pourrait apprécier un geste réfléchi. Hier, ma filleule Emma était venue dîner. C'est mon frère Kid, vient d'avoir 16 ans, intelligent comme l'enfer, et 2 fois aussi impertinent. Emma a toujours été spéciale pour moi. Probablement parce qu'elle a cette façon de voir à travers la merde des gens qui me rappellent à cet âge avant que la vie ne m'apprenne à être plus confiante que je n'aurais dû l'être. Nous étions assis sur le pont arrière après le dîner, en regardant le coucher du soleil et en parlant de ses plans pour l'université lorsque je me souvenais du collier. Je l'avais porté dans ma poche depuis quelques jours, pas vraiment sûr de ce qu'il fallait. Le jeter semblait un gaspillage, et le retourner avait envie d'admettre la défaite. Et, je l'avais dit en sortant la petite boîte en velours. J'ai eu ça pour quelqu'un, mais cela n'a pas fonctionné. Tu le veux? Elle avait ouvert la boîte et haleté. En fait haleté comme si je venais de lui donner les joyaux de la couronne. Oncle Marcus, c'est magnifique. Êtes-vous sûr? Mort sûr. De plus,
vous êtes la seule personne que je connais qui mérite réellement de belles choses. C'est alors qu'elle a commencé à pleurer. Pas les larmes dramatiques et à la recherche d'attention que l'adolescent les filles utilisent parfois comme des armes, mais des larmes silencieuses et authentiques qui ont rendu ma poitrine serrée avec des émotions que je ne savais pas que j'avais encore. Qu'est-ce qui ne va pas, Kido? Rien ne va pas, a-t-elle dit, fixant le collier autour de son cou avec des doigts tremblants. C'est juste que personne ne m'a jamais donné quoi que ce soit aussi gentil auparavant. Comme jamais. Je l'avais aidé avec le fermoir, regardant la boussole s'installer contre sa clavicule comme si elle y appartenait. L'aiguille pointait vers le nord, régulière et vraie, tout comme elle était censée le faire. Vous savez ce que cela signifie? Demanda-t-elle, touchant doucement le charme. Cela signifie que vous saurez toujours de quelle façon vous allez. Non, dit-elle en me regardant avec ses yeux au-delà de ses années. Cela signifie que quelqu'un croit que je vaux la peine de trouver mon chemin. Cette nuit-là, après que Emma soit rentrée chez moi, je me suis assis dans mon garage avec une bière et j'ai pensé à la différence entre offrir un cadeau à quelqu'un qui le mérite et en donner un à quelqu'un qui l'attend. Clarissa s'attendait à des bijoux, des fleurs, des réservations de dîner, tout le mari standard offre de femmes qui viennent avec le mariage, comme des articles sur un contrat. Mais Emma avait été surpris, reconnaissant. Elle avait vu le collier comme un symbole de valeur, d'être valorisée, de quelqu'un croyant qu'elle comptait suffisamment pour recevoir quelque chose de beau. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que le vrai cadeau n'était pas le collier lui-même. C'était en apprenant la différence entre l'amour et l'obligation, entre l'appréciation et le droit. Clarissa n'avait jamais mérité cette boussole parce qu'elle n'avait jamais été suffisamment perdue pour avoir besoin de trouver. Mais Emma, elle a compris que certains cadeaux ne sont pas seulement des objets. Ce sont des promesses que vous comptez. Que quelqu'un voit votre valeur même lorsque vous ne pouvez pas le voir vous-même. Le collier avait trouvé son chemin exactement vers la bonne personne. Tout comme cette petite boussole pointant true north. 3 semaines après le dépôt des documents de divorce, j'ai reçu une invitation que j'avais complètement oubliée. Tommy Castellano, mon colocataire de l'université et l'une des rares personnes qui étaient restées vraiment fidèles au fil des ans, se sont finalement noués avec sa petite amie Sarah. Le mariage a été prévu pour samedi après-midi dans un club de country fantasy du côté nord de la ville. Le genre d'endroit où il vous facture $50 pour un morceau de poulet et l'appelle le talent artistique culinaire. Je ne suis presque pas allé. Les mariages sont bizarres lorsque vous êtes au milieu d'un divorce. Comme se présenter à une fête d'anniversaire lorsque votre propre chien vient de mourir. Tout est trop heureux, trop optimiste, trop plein de promesses qui, vous savez, ont environ 50/50e chance de s'entraîner. Mais Tommy avait été là pour moi à travers tout le drame de Clarissa, m'écouter les bières, et jamais en disant une fois, je vous l'ai dit. Même s'il le voulait probablement. Alors, j'ai mis mon bon costume. La marine que j'avais portée à mon propre mariage, qui se sentait de manière appropriée, et qui traversait la ville pour regarder mon copain commettre la même erreur que j'avais commise il y a 15 ans, sauf que Tommy et Sarah semblaient en fait s'aimer, ce qui les a déjà mis en avant où Clarissa et moi avions été ces dernières années. La cérémonie était belle de cette manière générique. Fleurs blanches partout, quatuor à cordes jouant quelque chose de classique, épouse magnifique, mariée essayant de ne pas crier. Je me suis assis dans la rangée arrière avec d'autres amis de collège qui parlent de travaux et d'enfants et de prêts hypothécaires. Tous les trucs d'adultes ennuyeux qui deviennent en quelque sorte fascinants lorsque vous essayez de ne pas penser à votre propre vie en train de s'effondrer. La réception était au même endroit dans cette salle de bal massive avec des lustres en cristal et des fenêtres donnant sur le parcours de golf. J'ai attrapé une bière du bar et j'ai trouvé une table avec des gars que je connaissais de la fête de baccalauréat de Tommy. S'installer pour une soirée de nourriture médiocre et de danse maladroite. C'est là que je l'ai vue. Clarissa est entrée dans la réception comme si elle possédait l'endroit, portant une robe rouge qui était définitivement nouvelle et qui a probablement coûté plus cher qu'elle n'aurait dû dépenser compte tenu de sa situation de chômage actuelle. Ses cheveux ont été faits dans un style élaboré qui criait « J'essaie vraiment de ressembler à mon ensemble ». Et elle se portait avec cette fausse confiance qu'elle a utilisée lors de fêtes de travail quand elle voulait impressionner les gens. Le truc, c'est qu'elle avait l'air bien. Sacrément bon. Comme la femme que j'étais tombé amour la mort de tout ce qui avait autrefois été magique d'être marié avec elle. Pendant une fraction de seconde, je me demandais si elle s'écrasait et brûlait, ou essaierait de la effronter. Clarissa avait toujours été bonne pour travailler une pièce, des gens charmants, établissant des liens. Même en mode crise, elle savait comment faire un spectacle. Elle ne m'avait pas encore vu. Elle se frayait un chemin à travers la foule,
les connaissances en train de bisser et compléteraient les robes, jouant le rôle de la femme de carrière qui réussisse qui ne faisait définitivement pas de spirale dans une ruine financière et professionnelle. Je les regardais travailler la chambre comme un politicien, tous des sourires et de petites conversations, espérant probablement se frayer un chemin dans un nouvel emploi. Puis nos yeux se sont rencontrés sur la piste de danse. C'était comme regarder le masque de quelqu'un se glisser au ralenti. Le sourire confiant vacilla, ses épaules se sont tendues, et pendant un instant, elle ressemblait à un cerf pris dans les phares. Mais Clarissa n'était rien sinon résiliente. Elle a récupéré rapidement, redressé sa robe et a commencé à marcher vers ma table avec la foulée déterminée de quelqu'un qui a décidé de faire face à la musique. « Marcus, dit-elle lorsqu'elle a atteint notre table. Je ne savais pas que tu serais ici. Tommy m'a invité, dis-je, ne se levant pas ou ne lui offrant pas de chaise. Nous revenons bien. Elle sourit. Ce sourire en plastique qu'elle a utilisé lorsqu'elle essayait de prétendre que tout était normal. C'est bien. C'est un beau mariage, non? Les gars de ma table étaient soudainement très intéressés par leur boisson, sentant clairement la tension, mais ne voulant pas s'impliquer dans le drame domestique sur le point de se dérouler. Je ne pouvais pas leur blâmer. Personne ne veut regarder un mariage imploser à la réception de quelqu'un d'autre. Ouais, c'est super. J'ai dit, je dois être gentil de voir deux personnes qui veulent réellement se marier. Il direct. Son sourire tremblait comme s'il était retenu par la ligne de pêche. Elle a essayé de récupérer en faisant de petites discussions sur le lieu et les fleurs. Mais avant qu'elle ne puisse vraiment rouler, une femme plus âgée s'est approchée de notre table. Je l'ai reconnue comme tante Carole, la tante de la mariée qui avait donné la lecture pendant le cérémonie. Elle était probablement dans la 70 ans, l'un de ces types de grand-mère d'où qui cuit des biscuits pour les collectes de fonds de l'église. Et se souvient de l'anniversaire de tout le monde. Charissa, mon cher, dit tante Carole, rayonnant comme si elle venait de trouver un parent perdu depuis longtemps. Comme c'est merveilleux de vous voir, le sourire de Clarissa est devenu vraiment chaud pour la première fois toute la soirée. Madame Rosenberg, c'est tellement bon de vous voir aussi. Je parlais à mon mari de vous la semaine dernière, a poursuivi tante Carole, inconscient de la mine du terrain sur laquelle elle allait marcher. N'est-ce pas vous qui m'a dit lors de la fête de fiançailles de Sarah que votre mari était trop ennuyeux pour l'Europe? Qu'il préfère rester à la maison et réparer les choses dans la maison que de voyager. Le silence qui a suivi était si complet que vous auriez pu entendre une goutte à épingle dans le comté suivant. Chaque conversation des tables voisines semblait s'arrêter à travers 6 couleurs différentes dans 3 secondes. Rouge, blanc, rouge à nouveau, puis ce vert maladif qui correspondait aux serviettes. Sa bouche s'ouvrit et se ferma comme si elle essayait de parler sous l'eau. Ce n'est pas, je pense qu'il pourrait y avoir une certaine confusion. Elle balbutia. Mais tante Carole était sur un rôle complètement ignorant qu'elle venait de faire exploser une bombe nucléaire sociale. Oh, je me souviens parfaitement. Vous avez dit qu'il était un tel corps à domicile, toujours en train de faire du tour avec ses voitures et ses outils. Vous avez dit que vous espériez trouver quelqu'un de plus aventureux avec lequel voyager. Les gars de ma table regardaient maintenant ouvertement, ne faisant même pas semblant de détourner le regard. C'était mieux que la télévision par câble. J'ai pris une gorgée de ma bière et j'ai levé les yeux sur mon ex-femme bientôt avec ce que j'espérais être une expression agréable et neutre. Eh bien, chérie, on dirait que tu le trouvais. Son sourire se fissure complètement, comme un pare-brise frappant un rocher à 70 000 par heure. Elle marmonna quelque chose sur le besoin de trouver la chambre de la dame et s'est pratiquement enfuie de la table, laissant tante Carole à la confusion et je me sentais mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. Elle est partie avant le début de la danse. Je suis resté jusqu'à la fin, j'ai passé un bon moment à rattraper les vieux amis, et j'ai même réussi quelques danses avec certaines des femmes célibataires qui pensaient que j'étais charmante et drôle et qui vaut la peine de parler. C'est drôle comment ça marche. 6 mois plus tard, je suis assis sur le pont de mon nouvel endroit, une petite maison au lac à environ 40 minutes de la ville que j'ai achetée. Avec ma moitié de la colonie de divorce. Ce n'est rien d'extraordinaire, seulement 2 chambres et une cuisine qui obtient le soleil du matin, mais c'est le mien. Complètement, totalement à moi. Pas d'hypothèque partagée, pas de décision conjointe sur les couleurs de peinture, pas d'argument sur la question de savoir si nous pouvons nous permettre de nouveaux meubles. Le lac est toujours aussi en vert ce matin, reflétant le ciel comme un miroir qui n'a pas encore été cassé. J'ai mon café, mon journal et je sais absolument où je dois être pour les 8 prochaines heures. C'est le genre de paix que j'avais oublié existant. Le genre que vous n'appréciez qu'après des années de vie avec quelqu'un qui a fait la relaxation comme un luxe que vous n'aviez pas gagné.
J'ai pensé à Clarissa ces derniers temps, mais pas dans la façon dont vous vous attendiez. Pas avec colère ou regret ou au milieu de la nuit, si les pensées qui me tenaient éveillé. Je pense à elle comme vous le pensez à une leçon, vous avez dû apprendre à la dure. Reconnaissant pour l'éducation, mais pas désireux de répéter l'expérience. La dernière fois que j'ai entendu à travers la vigne, elle vit dans un studio à travers la ville, travaillant des emplois à température et essayant de reconstruire sa carrière à partir de zéro. Damien n'a jamais refait surface après son tir. Il est retourné en Californie pour vivre avec ses parents tout en traitant la poursuite du harcèlement sexuel. Il s'avère qu'il y avait 3 autres femmes disposées à témoigner sur son comportement. Et aucun d'entre eux n'était aussi indulgent que Clarissa l'avait été. Certaines personnes pourraient appeler ce qui est arrivé à son karma. J'appelle cela des conséquences. Elle a fait des choix et ces choix ont eu des résultats. Aussi simple que ça. Mes journées sont silencieuses maintenant mais pleines. Je me réveille quand je veux manger ce que je veux regarder ce qui est à la télévision sans avoir à négocier ou à faire des compromis. Je travaille à nouveau sur la Camaro. Enfin la faille de couler en soi. Je l'ai emmenée sur l'autoroute le week-end dernier et l'ont ouverte en faisant 90 sur un tronçon de route vide avec les fenêtres en bas et un vieux Springsteen se lançant à la radio. La liberté a le goût du café du matin que vous n'avez pas à partager et ressemble à un moteur qui ronronne parce que vous le répariez vous-même. Le vrai cadeau que Clarissa m'a fait n'était pas la trahison ou le drame ou même le divorce. Cela me montrait que certaines relations ne valent pas la peine d'être sauvées, que certaines personnes se choisiront toujours par rapport à vous, et qu'être seul est bien mieux que d'être avec quelqu'un qui vous fait vous sentir seul. À 45 ans, j'ai finalement appris que la fermeture est surfaite. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous excuser ou expliquer ou faire les choses correctement. Il vous suffit de comprendre ce qui s'est passé, de l'accepter et de passer à autre chose. La vérité ne nécessite pas le pardon pour vous libérer. Ces jours-ci, je dors comme un rocher. 8 heures d'affilée. Pas de lancer et de tournant. Je ne me demande pas où se trouve ma femme ou avec qui elle est. Juste un sommeil profond et paisible qui vient de savoir exactement où vous en êtes et d'être d'accord avec cet endroit. Le silence ne fait plus de mal. En faire, je suis venu à l'aimer. C'est le son d'une vie qui m'appartient enfin à nouveau. Et frère, c'est de la musique à mes oreilles.